La dernière fois, nous avons vu ensemble les particularités qui font que notre système solaire semble relativement, voire totalement unique. Nous allons voir ensemble plus tard quelles sont les théories qui expliquent aujourd'hui ces différences majeures que l'on observe entre le système solaire et tous les autres dans l'univers. Mais pour bien comprendre ces théories, il faut prendre en compte plusieurs choses que je vais tenter de vous expliquer de manière très simple. Et aujourd'hui, on va commencer par les différentes méthodes de détection des exoplanètes et leurs limites, de manière à avoir une bonne compréhension de l'objectivité des données que l'on a collectées jusqu'à présent. Donc sans plus attendre, allons-y. La toute première fois que nous avons observé une exoplanète, c'était en 1995. Et quand on dit observer, en fin de compte, c'est assez loin de ce qui s'est passé réellement. La présence de celle-ci a été déduite via l'observation de son étoile, donc indirectement. Vous me direz alors, bon ok, mais comment on sait qu'elle était vraiment là? Et en plus, c'était la première fois. Comment on en a la certitude? Je vais vous illustrer la méthode utilisée à l'époque et expliquer ce que l'on a observé. On l'appelle la méthode des vitesses radiales. C'est la toute première que je vais aborder dans cette vidéo. Voici une analogie que vous pourrez reproduire relativement facilement chez vous. Mais s'il vous plaît, faites attention. Est-ce que vous avez déjà observé un lancer de marteau aux Jeux Olympiques par exemple? Oui, non? En fait, peu importe, laissez-moi vous expliquer. On observe que la force exercée par le lanceur retient et fait tourner le poids autour de lui. En contrepartie, le marteau exerce une force opposée à celle-ci qui tend à tirer le lanceur à lui. Ce qui fait donc que le lanceur ne décrit pas un cercle passant par son centre de gravité, car celui-ci est décalé vers l'extérieur pendant la rotation. On retrouve le même phénomène avec les planètes qui orbitent une étoile. La force exercée par une planète sur son étoile la fait vaciller. Comme la force exercée est constante, le centre de gravité du système planète plus étoile est déporté par rapport au centre de gravité de l'étoile seule. Ce qui fait que, en réalité, l'étoile décrit un cercle autour de celui-ci. J'imagine que vous devez commencer à avoir une petite idée des limitations imposées par ce type d'observation. Car plus une planète est massive, ici rien à voir avec sa taille, plus elle va dévier l'axe de rotation de son étoile. Et inversement, plus elle est légère, plus ce mouvement sera subtil. Ce qui induit que cette méthode est aussi limitée par les capacités techniques de détection de ces infimes variations. Ce qui favorise donc des planètes qui auront une influence bien plus facile à détecter que des planètes de taille réduite qui auront une action plus négligeable. La tâche est d'autant plus difficile que nous sommes à des distances très importantes de nos cibles d'observation. Mais alors au final, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien les variations de couleur de l'étoile, car lors de sa rotation, sur une partie de celle-ci, elle s'éloigne et sur l'autre, elle s'approche légèrement de nous. On analyse les variations du spectre lumineux, qui sont causées par l'effet Doppler. Vous savez, c'est l'effet dont on a tous fait l'expérience avec une sirène de pompiers ou de police par exemple, dont le son est plus aigu quand le véhicule s'approche de nous, car la fréquence d'onde est en quelque sorte comprimée, et plus grave quand celui-ci s'éloigne, car la fréquence est étirée. Je simplifie, mais c'est l'idée. Pour notre étoile, quand elle s'approche, elle devient légèrement plus bleue, et quand elle s'éloigne, subtilement plus rouge. Si ce changement est cyclique, se reproduit donc à intervalles réguliers, une planète est présente. Et à partir de là, si on connaît entre autres la masse de l'étoile, nous pouvons alors déterminer la masse de l'exoplanète. Maintenant, pour résumer tout ça, cette méthode favorise la détection de planètes massives et proches de leur étoile. C'est une catégorie de planètes qui n'existe pas dans le système solaire, qu'on appelle les Jupiters chaudes. Elles sont tellement proches de leur étoile que même leur atmosphère est chaude. Plus de 730 degrés, ou 1000 Kelvin, voire jusqu'à 4600 Kelvin pour les Jupiters ultra chaudes. Elles ont des périodes de rotation autour de leur étoile très courtes, pouvant tomber à moins d'une journée terrestre. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que quelque part c'est un peu bizarre d'utiliser une unité temporelle terrestre pour une exoplanète. Elles sont en verrouillage gravitationnel avec leur étoile, comme la Lune avec la Terre par exemple. Ce qui fait que la différence de température entre la face présentée à l'étoile et la face sombre va générer des vents extrêmement violents, qui pour certains sont estimés soufflant jusqu'à 18 000 km/h. Pour l'anecdote, lors d'une collision à 9 000 km/h, les métaux se comportent comme des fluides. À ce niveau de vitesse, l'impacteur et la cible se vaporisent littéralement. Alors, imaginez le double. Mais revenons à notre sujet. Donc, vous comprendrez que les résultats obtenus par cette méthode ne sont pas exactement objectifs. Néanmoins, beaucoup d'exoplanètes ont pu être découvertes par ce biais. Et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, notamment la toute première d'entre elles. Et quand on sait que cette planète n'existe pas dans notre système solaire, qui lui était censé représenter la norme, on comprend la véritable révolution qu'a créée cette découverte, et même la refonte totale de notre manière de voir les choses.
Car au préalable, quand on essayait de déverrouiller les mécanismes de formation du système solaire, on se contentait de chercher des solutions qui permettaient de former les planètes là où elles se trouvent actuellement, en pensant que sa configuration était quelque chose de totalement standard, écartant toutes les autres possibilités. Après la découverte des Jupiters chaudes qui ont en plus l'audace d'être toutes seules autour de leur étoile, cette vision du système solaire, vous l'imaginez bien, a complètement disparu. Et toutes nos connaissances ont complètement été remises en question. La deuxième méthode de détection que je vais vous présenter a été illustrée de nombreuses fois, mais elle a des spécificités qui méritent d'être détaillées ici pour mieux comprendre le résultat de nos observations. C'est la méthode des transits. Non, pas celui-là. Le transit, c'est l'orbite de l'exoplanète autour de l'étoile. De manière très simple, c'est la méthode qui consiste à observer la diminution de luminosité causée par une planète lors de son passage devant son étoile. En gros, c'est une micro-éclipse solaire pour nous. Il faut bien insister sur le terme micro, car en fin de compte, les variations observées sont plus petites que les variations du processus de fusion habituel de l'étoile, les étoiles étant naturellement variables. Il faut donc une infinie patience pour arriver à déceler les exoplanètes qui obstruent la luminosité que leur étoile nous envoie. Là encore, c'est la répétition cyclique qui aide à faire le tri entre le bruit naturel et les données importantes que l'on doit relever. C'est un processus mais alors très long, qui demande même des années d'observation. Pour pallier ce problème, une multitude d'étoiles sont observées de manière simultanée. Grâce à cette méthode, nous avons accès à toute une série d'informations qui nous étaient totalement inconnues auparavant. Nous sommes en mesure de définir le diamètre de l'exoplanète, ce qui n'était pas possible avec la méthode précédente. Nous pouvons également définir le temps que met l'exoplanète à faire le tour de son étoile, ainsi que le rayon et l'angle de son orbite. Mais il y a des limites, logique vous me direz, mais elles méritent d'être pointées. Il faut impérativement que l'orbite de cette planète passe entre son étoile et nous, et le plus proche possible des 90 degrés par rapport à l'axe de son étoile. C'est le principal problème, et il faut être honnête, ça limite considérablement les choses. Bien entendu, de la même manière que la méthode précédente, plus une planète est grosse et son orbite est proche de son étoile, et plus elle est facile à détecter. Vous me direz, mais alors quel est le réel avantage par rapport à la méthode précédente? Pour commencer, des années, voire des dizaines d'années d'observation répétées par différents instruments permettent de gommer ce défaut. Avec des méthodes additionnelles telles que la variation de profondeur du transit, ou bien la méthode de la variation de durée du transit, ou encore la variation de chronométrie du transit, ça fait beaucoup de transit, nous sommes en mesure de détecter des planètes aussi petites que la Terre. Et ça, c'est une perspective relativement unique. Cerise sur le gâteau qui fait que cette méthode est la plus utilisée de nos jours, c'est que lors du début et de la fin de son passage devant son étoile, nous avons l'unique opportunité d'aller sonder l'atmosphère de l'exoplanète, qui est une mine d'informations sur la planète et les conditions qui y règnent, mais éventuellement aussi la possibilité de détecter des traces ou des preuves de vie extraterrestre. Et ça n'a pas de prix. En résumé, avec cette méthode, nous gagnons beaucoup d'informations qui permettent de définir le transit de l'exoplanète de manière plutôt précise. On peut connaître sa taille et la composition de son atmosphère, donc potentiellement si elle pourrait ou voire même si elle abrite la vie. C'est pas mal, non? Bien sûr, elle est limitée aux planètes qui passent entre nous et leur étoile. Parmi les méthodes de détection indirecte, il existe aussi la méthode des lentilles gravitationnelles. Mais sincèrement, elle n'apporte pas grand-chose. Les lentilles gravitationnelles sont des phénomènes particuliers dans l'espace qui peuvent avoir une utilité dans certains cas. Mais ici, elles n'apportent pas une contribution majeure. Pour donner malgré tout quelques explications, c'est un phénomène optique qui, par l'intermédiaire d'un élément très massif, donc qui a une énorme gravité, comme une étoile par exemple, crée temporairement la possibilité de voir une source lumineuse située extrêmement loin derrière elle. Un peu comme si elle se transformait en lentille due à sa gravité, d'où son nom. En général, les scientifiques sont très pragmatiques quand ils nomment quelque chose. Pour faire simple, c'est comme regarder avec un télescope, dans un autre télescope, une cible mouvante très loin, donc sur une très courte durée. Ce qu'on voit manque beaucoup de précision. C'est très limité comme méthode, mais elle a pour avantage de nous donner une vue sur quelque chose de profondément éloigné, qui serait très difficile, voire impossible à observer sans. Mais nous n'avons aucun moyen de reproduire l'observation ou de confirmer les données collectées, ce qui scientifiquement est problématique. La deuxième catégorie dont je vais vous parler, ce sont les observations directes, qui sont le fleuron de la technologie et le centre de toutes les recherches. Sans aucun doute, l'avenir des observations. Celle qui fait avancer les choses en ce moment, c'est la méthode de la coronographie. Elle découle du fait qu'une planète comme la Terre par exemple, est 1 milliard de fois moins lumineuse que le Soleil. Autrement dit,
elle est très facilement éclipsée. L'idée de base est simple, venir cacher l'étoile, l'éteindre en quelque sorte, avec une éclipse artificielle du mieux qu'on peut, de manière à réduire le contraste au maximum, et être capable de décerner la luminosité des exoplanètes. Il existe de nombreuses variantes de cette technologie. Elles viennent se compléter, en améliorant certains aspects, mais souvent au détriment d'autres éléments. La principale limitation vient de la luminosité de l'étoile. Plus elle est lumineuse, plus elle est difficile à occulter. Et plus la lumière fuit. Les planètes proches de l'étoile sont donc très difficiles à observer. Il faut des instruments extrêmement complexes, précis, souvent de dimensions très importantes, voire cumuler plusieurs d'entre eux, ce qui génère un coût très important, et même dans ces cas-là, on ne fait pas de miracle. Ensuite, il faut se limiter à des étoiles relativement proches. Enfin, cela nécessite de grosses capacités de traitement et de calcul derrière. Cas particulier, les planètes jeunes sont plus faciles à détecter avec cette méthode, car la chaleur qu'elles dégagent vient s'ajouter au rayonnement qu'elles réfléchissent. Donc, elles sont favorisées par rapport aux planètes plus vieilles. Néanmoins, avec la combinaison de différentes méthodes, nous sommes en mesure d'observer aussi bien des naines brunes que des Jupiters chaudes, tout comme des planètes telluriques. La détection est donc bien plus diversifiée et bien plus équilibrée qu'avec les autres méthodes. Il est à noter que ces techniques sont en pleine évolution et donnent donc toujours plus de résultats. En parallèle, une autre méthode qui fonctionne plutôt bien et qui a fait pas mal parler d'elle dernièrement grâce au lancement du télescope spatial James Webb, c'est la méthode des optiques adaptatives extrêmes. À l'origine, elle avait été développée pour des instruments sur Terre de manière à corriger les déformations générées par l'atmosphère. C'est donc une technologie qui permet de déformer des miroirs de manière très précise pour corriger les aberrations optiques. Le problème, c'est que pour notre application, cette technique ne permet pas d'obtenir la précision nécessaire pour observer des exoplanètes depuis le sol. En revanche, avec un dispositif dans l'espace, comme le télescope James Webb, c'est une possibilité. Là encore, cette technologie est en pleine évolution. Elle est à la pointe de ce qui se fait maintenant. Elle s'appuie aussi sur des évolutions gigantesques dans le domaine de l'imagerie spéciale et du traitement informatique de l'image. C'est la discipline majeure qui permet toutes les observations totalement extraordinaires que nous sommes en mesure d'obtenir aujourd'hui. Comme l'imagerie du trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius à étoile. Le traitement informatique de l'image est sans aucun doute le nerf de la guerre pour toutes nos futures découvertes. Nous avons pu voir que nos observations et les conclusions que l'on en tire sont limitées par nos méthodes d'observation et par la technique. Néanmoins, le nombre important de Jupiter chaudes, voire extra chaudes, sur l'intérieur du disque, montre que ce sont des choses très courantes et donc un phénomène normal. Tout comme les mini-Neptunes ou les super-Terres que l'on observe, qui n'existent pas plus dans notre système solaire que leurs homologues gazeuses. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que l'on trouvera dans l'avenir, grâce à l'évolution de la technique, beaucoup plus de planètes semblables à la Terre. Où elles seront situées dans le disque, seul l'avenir le dira. Ça n'enlève pas le fait que nous avons des preuves scientifiques que le système solaire est relativement unique, et même très spécial. Dans le prochain épisode qui apparaîtra ici quand il sera disponible, nous allons voir ensemble les théories qui expliquent comment notre système solaire est devenu si unique. Et en attendant, Google pense que vous pourriez aimer celle-ci. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, likez, ça aide la chaîne, et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous, et prenez soin des autres.